Donc je suis désolé, on a eu une interruption. Donc deuxième épisode. Oui? Ah ben, bonne question. Et la réponse c'est 24 heures, hein, puisqu'on a vu que le satellite tourne en même temps que la Terre. Ah, je vous l'ai dit oralement, mais je ne l'ai pas écrit. Donc la période du satellite doit être égale à la période de la Terre. Donc pour ceux qui regardent la vidéo, on a eu une petite coupure, mais on est arrivé ici. La seule chose que j'ai rajoutée, c'est cette ligne-là. Bien être clair qu'une racine cubique, c'est une puissance entière. Donc après, quand on fait l'application numérique, vous avez 667 fois 10 puissance moins 11 fois 6 10 puissance 24 fois 24 heures à 60 minutes à 60 secondes au carré que divise 4 pi carré et le tout en puissance entière. Et si tout se passe bien, vous devez trouver quelque chose qui est de l'ordre de 4,2 10 puissance 7. Autrement dit, 42 000 km. Oui? Alors, montrez-moi ça. Il y a d'autres personnes qui ne trouvent pas la bonne valeur? On regarde où il y a une erreur? Alors là, par contre, je sais pas. Je sais qu'il y a quelques machines qui l'ont, mais normalement, en général, il y a le savoir de la machine d'arrêt. Donc là, vous avez la machine d'arrêt, vous avez un nouveau. Donc, sur le principe, c'est la machine d'arrêt. Ça va, c'est bon pour tout le monde? Bon ben voilà, fin du cours de mécanique. Ah, pardon, j'allais trop vite. L'altitude. Donc ça rajoute 2 lignes. Donc vous vous rappelez l'idée, si je dessine un peu rapidement, j'ai la Terre, j'ai le satellite, la distance Terre-satellite c'est ça, et l'altitude c'est la distance de l'objet par rapport à la surface de la Terre. C'est quoi la surface de la Terre? Ouais, eh ben c'est non. C'est pas ça. Parce que si c'était le sol, quelle serait l'altitude du sommet du Mont Blanc? 0, vous avez les 2 pieds sur le sol. Pas tout à fait. Ouais, ouais, presque. Hein. On définit un rayon de la Terre théorique qu'on suppose être le niveau 0. Hein. Ce que vous avez peut-être entendu sous le terme niveau de la mer. Ce qui est faux, parce que la mer aussi. Alors je ne parle pas des vagues, hein. Mais vous avez par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez entre l'Afrique et puis l'Inde, vous avez un creux immense. 200 km de creux. Mais par contre, quand vous êtes dessus, dedans, c'est plat. Il n'y a pas l'eau qui est en haut qui descend en bas. C'est 200 km de creux et c'est parfaitement plat. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, il y a une anomalie de gravitation. Donc ça veut dire que la gravitation à cet endroit-là est plus forte. Donc elle attire plus. Mais par contre, à côté, c'est la gravitation normale. Donc à chaque fois, vous avez le niveau de la mer. Vous avez peut-être vu ça en première, je ne sais pas si vous avez vu ça quand vous faites le champ gravitationnel, on parle du géoïde. Donc le géoïde, c'est la forme de la Terre telle que non pas on soit au niveau 0, mais que partout il y ait exactement la même valeur du champ de gravitation. Donc que partout il y ait le petit G0 de l'atmosphère, je ne sais plus combien c'est, 976 je crois, ou un truc comme ça. Et en fait, on a tout sauf une sphère. Mais nous, on va supposer que c'est une sphère. Et donc l'altitude, c'est par rapport
entre guillemets à ce qu'on appelle le niveau de la mer, c'est-à-dire par rapport à la surface zéro. Et donc ici, ce que vous avez, c'est le rayon de la Terre. Autrement dit, la distance Terre-satellite, c'est le rayon de la Terre plus l'altitude. Autrement dit, l'altitude, c'est la distance Terre-satellite moins le rayon de la Terre. Donc les 42 000 km, moins les 6 370. Donc vous êtes à un peu moins de 36 000 km. Donc à 35 630. Voilà. Mais cette altitude, on ne peut pas la calculer directement par les équations de satellite. Voilà, là on a vraiment fini. Enfin, sauf si j'ai oublié d'autres trucs. Oui. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis au départ, c'est 4,2 10 puissance 7 que vous trouvez, à peu près. Et donc, mais c'est 4,2 10 puissance 7 mètres. Après, je divise par 1000, et donc 4,2 10 puissance 4, et 4,2 10 puissance 4, ça vous fait 42 000. Alors, je ne vous dis pas que c'est vraiment 4,2, hein, c'est le chiffre que je garde en mémoire. Est-ce qu'il reste des questions? Ah, on n'est pas tout à fait synchrone. Ça va. Allez, deuxième chapitre de chimie. Ce que l'on a commencé à voir en TP il y a 15 jours, la cinétique chimique. Alors pour ceux qui seraient un tout petit peu naïfs et qui se diraient chouette, on va faire de la chimie, fini les maths compliquées. Eh ben non. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé un petit peu quand on a fait le TP, mais c'est vrai que je vous ai tellement dit de choses à ce moment-là et que c'était quelque chose de nouveau. On va parler de vitesse de réaction. Et donc si on parle de vitesse de réaction, on parle de vitesse. Bref, de dérivée. On va même faire quelque chose que non seulement vous n'avez pas encore vu en maths, mais sauf erreur de ma part, que vous ne verrez en maths que pour un petit nombre d'entre vous l'année prochaine. On va faire ce qu'on appelle des équations différentielles. Mais ça, ce sera notre avant-dernier paragraphe. Donc, un titre de chapitre tout simple, cinétique chimique. Et un grand 1 sur un certain nombre de généralités. Là, je ne vous parle pas de rappel. Tous les rappels de chimie, on les a déjà vus. Est-ce que vous vous souvenez comment je vous avais présenté la cinétique chimique? Qu'est-ce que c'est? Quelle partie de la chimie c'est? C'est une bonne question. Oui? Ouais. C'était pareil? Voilà. Donc c'est ça, c'est l'influence du facteur temps dans l'évolution de la réaction chimique. Donc, allons-y. Définition. La cinétique chimique est l'étude. La cinétique chimique est l'étude de l'évolution temporelle et l'étude de l'évolution temporelle
du mélange réactionnel. De l'évolution temporelle du mélange réactionnel. Elle étudie donc l'évolution de la quantité de matière. Elle étudie donc l'évolution de la quantité de matière des corps présents dans la réaction chimique. Elle étudie donc l'évolution temporelle de la quantité de matière des corps présents dans la réaction chimique. La quantité de matière des corps présents dans la réaction chimique. Pourquoi, quand je précise l'évolution temporelle d'un mélange réactionnel, je passe à réaction chimique et non pas des corps présents dans le mélange réactionnel? À quoi est-ce que je ne m'intéresse pas dans mon mélange réactionnel? Une chose, éventuellement deux. Qu'est-ce qui peut être présent et qui finalement n'a pas d'évolution temporelle? Ouais. Voilà. Les corps spectateurs, les effets spectatrices, celles-là, elles sont présentes dans mon mélange parce que j'ai pas eu le choix, mais elles réagissent pas, donc leur valeur est constante. C'est pas que je peux pas l'étudier, c'est que ça n'a aucun intérêt. C'est par exemple quand ah ben non, vous l'avez pas encore fait. Vous. Donc quand mercredi, on va utiliser l'éthanoate de sodium. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'éthanoate. Le sodium, je m'en moque, il réagira pas. Donc du coup, ça sera un corps spectateur. Il y a un deuxième type de corps, pas toujours, mais souvent. Ah. Ouais, alors ça c'est une bonne question. Il y a les catalyseurs aussi, dont la quantité de matière peut évoluer au cours du temps, mais c'est pas une obligation, mais c'est vrai. Mais beaucoup plus simple que ça. Ouais, ouais, le solvant. Voilà. Donc je vais regarder l'évolution au cours du temps de la quantité de matière des corps présents. Sauf que parfois, mais ce sera tout le temps le cas dans notre cours, on va s'intéresser à des réactions qui sont en milieu aqueux, en solution aqueuse. Auquel cas, ce n'est pas vraiment la quantité de matière que je vais avoir, c'est plutôt la concentration. Ce n'est pas que les deux soient équivalents, mais c'est que les deux vont varier de manière proportionnelle. Donc, soit on prendra les quantités de matière, soit on prendra les concentrations. Dans le cadre de notre cours, quand on fera les applications, on fera les applications en fonction des concentrations des corps présents. Comment je peux déterminer les quantités de matière qui sont présentes en cours de réaction? Non? Pas d'idée? Pas de manière indirecte, comme on a fait il y a 15 jours, ou comme on a fait avant. Si jamais ma réaction est acido-basique, je peux utiliser quoi? Bah ouais, un pH mètre. Je verrai bien la concentration des ions H3+, qui va augmenter ou qui va descendre. Ouais. Qu'est-ce que je peux utiliser comme type d'appareil aussi? Ouais. Voilà, un conductivimètre. Si ce que j'étudie, c'est un ion. Et qu'est-ce que vous avez peut-être étudié l'année dernière qui marcherait aussi, mais que dans un petit nombre de réactions? Du type de celle que je vous avais montrée il y a 15 jours. Ouais, c'est ça. Ce qu'on va appeler un spectrophotomètre. C'est-à-dire quelque chose qui mesure la couleur d'une réaction, enfin d'un mélange, d'accord? Et si j'ai un corps chimique qui est dans ma réaction chimique et qui est en même temps coloré, bah, si c'est un réactif, la couleur va diminuer au cours du temps. Si c'est un produit, la couleur va augmenter au cours du temps. D'accord sur l'idée? Oui? Alors, oui, il y a un problème d'évolution temporelle de la couleur. C'est pour ça que la plupart du temps, maintenant, on fait ça avec un appareil. Le spectrophotomètre, c'est bien normalisé.
Et donc, du coup, ça prend toujours les couleurs de ma solution dans les mêmes conditions. Donc, ça permet de suivre l'évolution de la concentration d'un corps avec la notion d'absorbance. Vous mettez tout ça par écrit. Il existe. Alors, il existe, non, il y en a d'autres, mais pour nous. Il existe 3 méthodes qui permettent de suivre l'évolution temporelle d'un corps chimique. 3 méthodes qui permettent de suivre l'évolution temporelle d'un corps chimique. La pH-métrie, si le corps est acide ou basique. La pH-métrie, si le corps est acide ou basique. La conductivimétrie, si le corps est ionique. Conductivimétrie, si le corps est ionique. Et là, il faut faire attention parce que si vous avez plusieurs ions, il ne faut pas se tromper. Et la spectrophotométrie, si le corps est coloré. Et la spectrophotométrie, si le corps est coloré. Alors pourquoi je vous précise tout ça? Parce que vous avez dans votre programme la possibilité d'avoir des questions du type comment on va faire pour suivre l'évolution temporelle de tel corps. Et donc vous devez, en fonction des caractéristiques de votre corps, dire que vous prenez un de ces 3 appareils, un pH-mètre, un conductivimètre ou un spectrophotomètre. Bien sûr, dans l'énoncé, si jamais vous avez le spectrophotomètre, on vous dira quelque part que le corps a une certaine couleur. C'est aussi une manière de faire de la pH-métrie, vous vous rappelez, mais en utilisant les indicateurs colorés. Même si ça permettra de mettre en évidence que le point équivalent. Et donc au niveau de l'évolution temporelle, c'est plus compliqué. Mais ça donne une première idée aussi. Voilà. Alors, je vais quand même vous faire renoter les 3 types de réactions chimiques. Donc vous notez, du point de vue temporel, on classe les réactions chimiques en 3 catégories. Du point de vue temporel, on classe les réactions chimiques en 3 catégories. En 3 catégories. Premièrement, les réactions instantanées. Les réactions instantanées. Alors dans votre bouquin, ils ne mettent pas instantané, ils mettent rapide. Donc les réactions instantanées dont la durée est inférieure à la microseconde. Les réactions instantanées dont la durée est inférieure à la microseconde. Deuxième catégorie, les réactions lentes. Les réactions lentes dont la durée est comprise
les réactions lentes dont la durée est comprise entre 1 microseconde, dont la durée est comprise entre 1 microseconde et plusieurs années. Dont la durée est comprise entre 1 microseconde et plusieurs années. Et enfin, troisièmement, les réactions infiniment lentes, qui ne démarrent que si on les aide. Les réactions infiniment lentes qui ne démarrent que si on les aide. Oui? Oui. La combustion du butane, si vous ne mettez pas votre petite allumette, vous avez le butane et l'oxygène qui coexistent, mais alors en parfaite tranquillité. C'est le problème de tous les accidents que vous pouvez avoir, les accidents de gaz de ville, où les gens ont une fuite de gaz, et finalement, quand ils rentrent chez eux, bah, il n'y a rien. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Si vous avez une fuite de gaz, et si vous n'êtes pas raisonnable, vous allez ouvrir la fenêtre. C'est tout. Si vous êtes raisonnable, vous partez très loin, et vous appelez les pompiers. Mais vous appelez surtout pas les pompiers quand vous êtes chez vous. Parce que quand vous mettez un coup de téléphone, il y a une petite étincelle qui se fait à l'intérieur du téléphone, et la petite étincelle qui est à l'intérieur du téléphone suffit pour faire démarrer la réaction CH4 plus O2. Donc ça fait boum. Oui. Et souvent, effectivement, les réactions infiniment lentes sont de nature explosive, on va dire. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est assez fréquent. Comme type de réaction lente, mais vraiment très lente, avec plusieurs années, bah, vous le connaissez, c'est la rouille. Vous mettez un morceau de fer dehors sous la pluie, il va réagir grâce à l'eau avec l'oxygène de l'air, mais avant que votre morceau de fer il ait réagi complètement, il y en a quand même pour plusieurs années, heureusement quelque part. Vous voyez ? Donc c'est une réaction c'est une réaction lente, mais avec une durée de plusieurs années. Alors, au niveau mathématique et évolution temporelle, il y a plusieurs évolutions possibles. Nous, on va s'intéresser qu'à un seul cas. Nous, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les réactions d'ordre 1. Pour l'instant, je ne vous explique pas trop ce que c'est. On verra ça dans l'avant-dernier paragraphe. Mais sachez simplement le terme, c'est des réactions d'ordre 1. Autrement dit, elles ont une évolution temporelle qui est assez caractéristique. Mais il existe aussi des réactions d'ordre 0, des réactions d'ordre 2, 3. Il y a même des trucs un peu plus compliqués que ça. Bref, l'évolution temporelle d'une réaction chimique, ce n'est pas quelque chose qui est homogène. Il y a beaucoup de cas différents. Les réactions d'ordre 1 sont, autant que je sache, celles qui sont les plus fréquentes. Puis surtout, c'est celles qui sont à votre programme. Donc, on va s'intéresser qu'aux réactions d'ordre 1, dont l'évolution temporelle va avoir une forme caractéristique. Avant de passer à ça, je reviens sur les proportions stoichiométriques. Et je reviens sur les proportions stoichiométriques à partir de l'équation bilan que j'aime bien utiliser, la synthèse de l'ammoniac. Alors, quelque part, ce n'est pas forcément un très très bon exemple dans le sens où c'est gazeux, mais j'aime bien avoir trois coefficients stoichiométriques différents. On a vu les proportions stoichiométriques, les relations à proportions stoichiométriques, qui vous dit que nombre de moles de N2 sur son coefficient stoichiométrique égale nombre de moles de H2 sur son coefficient stoichiométrique égale nombre de moles de NH3 sur son coefficient stoichiométrique est égal à X max. Mais ça, vous vous rappelez, c'est trop imprécis pour être vrai. C'est même le début de l'évolution temporelle. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans mon truc là? Pourquoi c'est pas vrai ça, concrètement? Qu'est-ce qui manque? Oui. Ouais. Voilà.
Donc en fait, si je veux faire mes proportions stoichiométriques, c'est un petit peu comme dans le tableau d'avancement. Il faut être clair que ça, il s'agit du nombre de moles de N2 initial. Je vais mettre un I pour initial et un F pour final. Il s'agit du nombre de moles de H2 initial, alors que par contre ici, le nombre de moles de NH3, c'est celui que j'ai fabriqué quand la réaction est finie. Donc finalement, j'ai un début d'évolution temporelle, parce que ça, c'est pour petit t égale à 0. Et puis ça, c'est pour quand c'est fini. Ce qui va m'intéresser, c'est d'écrire la même chose, mais vous vous rappelez ce qu'on a appelé dans le tableau d'avancement l'état intermédiaire. C'est-à-dire pas à t égale à 0, pas quand c'est fini, mais entre les deux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, on a la même égalité. Sauf qu'il faut être clair sur ce qu'on étudie. Là, vous vous rappelez, mes proportions stoichiométriques, elles viennent d'où? Elles viennent de la lecture de ça. Je fais réagir une molécule d'azote avec 3 molécules d'hydrogène, et quand j'ai tout cassé et tout reconstruit, à la fin, j'ai fabriqué 2 molécules d'ammoniac. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois mettre 3 fois plus d'hydrogène que d'azote, ou si vous préférez, l'azote, c'est le nombre d'hydrogène que divise 3. Ça revient au même. Donc, on l'a construit comme ça. Mais ça reste vrai à chaque instant. Ça veut dire qu'au cours de ma réaction, j'ai toujours le nombre de moles de N2, mais ce coup-ci, qui a réagi à l'instant petit t, sur son coefficient stoichiométrique, c'est le nombre de moles de H2 qui a réagi, je vous prends 30 secondes pour finir, sur son coefficient, et c'est égal au nombre de moles d'ammoniac que j'aurai fabriqué à cet instant t. Sur son coefficient stoichiométrique, et ça vous donne la valeur de X. Et donc ça, c'est mon expression à un instant petit t. Voilà, on continuera ça un petit peu mercredi. Ah, mais mercredi, on n'a pas TP. Vous l'avez fait, vous, TP, avec les éthanoates de sodium, acide éthanoïque, il y a 15 jours. On avait pH égale pK, plus choc de base sur acide, à la fin, avec le graphique. Ouais. Bon, alors, n'amenez pas la blouse mercredi, on n'a pas de TP. Oui. Et si j'ai le temps, mais ça, je vous le garantis pas, on fera du Python. Le Python est à votre programme. Donc, il va bien falloir s'y mettre aussi bien pour vous que pour moi dans l'idée de faire les cours. Allez, fin du